Général Vincent Desportes, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir à distance ici pour Livre Noir. Alors, pour vous présenter brièvement, vous êtes effectivement général, mais aussi ancien directeur de l'école de guerre et encore aujourd'hui professeur des universités en stratégie pour des écoles comme HEC ou Sciences Po Paris. Vous êtes également spécialiste en géopolitique et en diplomatie française. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va axer notre entretien d'aujourd'hui. Je voudrais en premier lieu vous faire réagir aux récents événements qui se sont déroulés en Israël et qui se déroulent encore aujourd'hui à Gaza. Ce que je voulais savoir d'abord, c'est à quoi est-ce que nous avons assisté? Est-ce que c'était une opération militaire? Est-ce que c'était une opération terroriste, une opération hybride? Qu'est-ce qui, est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Bon, chacun connaît les faits et on ne peut pas ne pas qualifier cette opération du Hamas de non terroriste. C'est une opération terroriste qui utilise des moyens militaires, des armements militaires, mais c'est bien une opération terroriste cherchant à répandre la terreur et frappant sans différenciation les civils et les militaires avec une barbarie qui ne s'était pas vue depuis extrêmement longtemps. Le dernier exemple, c'est probablement ce que pratiquait Daesh à Raqqa. Et alors, vous parliez justement avec des moyens militaires, des armements militaires. Ce qu'on a observé, c'est que alors, certains parlent d'une cyberattaque, disent que tout aurait commencé par une cyberattaque. D'un autre côté, Gaza a envoyé des milliers et des milliers de roquettes sur Israël au point de faire ployer le dôme de fer. Aujourd'hui, comment est-ce que Gaza, qui n'est pas franchement une superpuissance, a pu obtenir tous ces moyens justement militaires pour attaquer Israël? Eh bien, il se les est procurés et grâce au financement qui provient essentiellement du Qatar. Ça a été financé par le Qatar. Il n'est pas impossible que l'Iran ait aidé également le Hamas, bien que l'Iran s'occupe davantage du Hezbollah que du Hamas. Mais il est clair que des puissances extérieures ont aidé le Hamas à se procurer l'armement très moderne par certains de ses aspects qui lui a permis de lancer cette attaque terroriste. Et pourtant, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que la Palestine, les guerres en tout cas entre la Palestine et puis Israël, ont été connues parfois sous le nom d'intifada, donc guerre des pierres. Et effectivement, on voit que il y a eu par exemple des roquettes qui ont été créées à partir de canalisations. Et en fait, on a l'impression depuis la guerre en Ukraine qu'il y a une véritable industrie de l'armement low cost. On parle aussi des drones low cost qui coûtent à peine quelques centaines d'euros à fabriquer, qui peuvent détruire parfois des tanks. Qu'est-ce que cet armement low cost vient changer justement dans la tactique et la stratégie militaire aujourd'hui? Alors, l'armement n'a jamais changé beaucoup la stratégie. En ce qui concerne la tactique, elle ne change pas non plus la tactique, mais elle permet à des acteurs bénéficiant de peu de financement de produire eux-mêmes leur armement. Hein, effectivement, on l'a bien vu en Ukraine avec des fabrications de drones locaux à partir de jouets pour enfants, etc., ou de mini-drones. Bon, voilà, ça fonctionne. Donc, il y a une espèce de comment dirais-je, enfin, il y a l'accès à l'armement est de plus en plus facile, effectivement, et un armement peu cher peut être néanmoins extrêmement létal. Et on a aussi parlé beaucoup d'un autre problème qui était la faillite apparente du Mossad, qui était censé être l'une des meilleures organisations de renseignement au monde. Comment est-ce qu'on peut expliquer que les Israéliens n'aient pas réussi à voir venir une telle opération qui était sans doute prévue depuis plusieurs mois, voire années, de par sa dimension? Alors, c'est une question intéressante, évidemment. On remarquera que ce n'est pas la première fois qu'Israël est surpris au sens stratégique du terme. Hein. L'occasion précédente, c'était il y a exactement 50 ans, c'est la guerre du Kippour en octobre 73. Donc, ça nous apprend que vous pouvez avoir un excellent service de renseignement, que vous pouvez avoir des matériels
des capteurs de toute nature extrêmement puissants et finalement être surpris. Donc, on voit bien qu'en fait, ce sont les biais cognitifs qui font que vous êtes surpris. Et le biais cognitif qui a frappé, est-ce que c'est cognitif ou moral, je ne sais pas, qui a frappé Israël tant en 73 qu'en 2023, c'est le mépris de l'autre. En 1973, Israël méprisait trop les armées arabes pour penser qu'elles oseraient attaquer Israël, et donc elles n'ont rien vu venir, simplement parce que leurs yeux n'étaient pas ouverts. En ce qui concerne l'attaque du Hamas, c'est la même chose. Le mépris porté au Hamas, l'idée que la dissuasion israélienne, quoi qu'il arrive, dissuader le Hamas de monter les opérations importantes, a empêché les services de renseignement israéliens de voir ce qui était évidemment visible. On peut concevoir à la limite que l'Amérique n'ait pas absolument tout compris aux préparatifs des attentats du 11 septembre, encore qu'on sait qu'ils ont eu 26 occasions, c'est le chiffre exact et officiel, de s'en rendre compte, 26 signaux faibles, si vous voulez, qui auraient dû être exploités, mais ils ne croyaient pas à ça. Mais Al-Qaïda, c'était quand même à, je ne sais pas, 10 000 km ou 15 000 km des États-Unis. Là, c'était à 1 kilomètre. Et donc, ça paraît effectivement totalement aberrant de n'avoir pas su voir cette opération, qui n'est pas une petite opération, qui est une opération d'envergure, qui a demandé des mois, mais sûrement des années de préparation pour rassembler l'armement, pour la monter, pour entraîner, etc. Et ça s'est passé à quelques centaines de mètres d'Israël. Donc, c'est tout à fait surprenant. Alors, je crois qu'il y a eu un effet aussi ligne Maginot. En ce sens que les Israéliens avaient bâti une barrière sécuritaire à base de radars, de guerre électronique, et qu'ils lui ont fait confiance, c'est bien, mais probablement trop confiance. C'est-à-dire qu'ils ont cru que cette ligne Maginot électronique, finalement, était capable de percevoir, de les renseigner en tout domaine, ce qui s'est avéré faux, puisque, au fond, le renseignement qui aurait été utile, cela eût été le renseignement humain qui, visiblement, a été à la peine. On peut aussi se poser la question de savoir à quel point le renseignement Israël avait des sources, évidemment, dans la bande de Gaza, mais on peut penser que c'est plutôt les Israéliens qui ont été intoxiqués par leurs sources, plutôt que leurs sources leur aient donné du renseignement. Donc, il y a de multiples raisons. Alors, l'affaire sera analysée, mais on doit se rappeler que toute une grande puissance, peut-être possédant un bon système de renseignement, peut très bien être surpris. C'est intéressant de revenir à la guerre en Ukraine. Celui qui a été le premier surpris par l'attaque russe, c'est qui? C'est le président Zelensky. C'est le président Zelensky qui ne croyait pas à cette attaque, à tel point qu'il n'avait il n'a pas pris de mesures véritablement sérieuses pour l'attaquer. Je vous rappelle que les chars russes étaient dans la banlieue de Kiev en quelques heures. C'est-à-dire que l'axe venant de la Biélorussie, de Minsk jusqu'à Kiev, n'était pas fermé. Il n'y avait pas d'obstacle anti-char, il n'y avait pas de canon anti-char, etc. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas. Hein. Vous savez, les hommes, c'est un philosophe britannique qui dit ça. Les hommes croient ce qu'ils veulent croire. Et voient ce qu'ils veulent voir. Et donc, le plus grand danger en renseignement, c'est de s'auto-intoxiquer de ses certitudes, de son mépris. Et je pense exactement ce qui s'est passé. Il faut noter également que autant les Israéliens auraient dû s'apercevoir de la préparation de cette attaque, autant le Hamas a travaillé très, très, très correctement, techniquement, hein, en détruisant d'entrée de jeu une bonne partie des capteurs, en conduisant des cyberattaques qui empêchaient les Israéliens de recevoir des messages d'alerte, etc. Donc c'est une affaire qui a aussi été stratégiquement bien montée, bien camouflée par le Hamas, mais qui a été exécutée de manière tactiquement très satisfaisante, ce qui a entraîné une surprise stratégique et je dirais une surprise opérationnelle d'Israël.
Alors où nous parlons, justement, Israël n'est pas encore entré dans la ville de Gaza. Euh, Quelle suite on peut prévoir justement sur le plan du champ de bataille de cette, cette opération terroriste? C'est-à-dire que concrètement, Gaza, c'est une ville extrêmement dense, peuplée de, je crois, 2 millions d'habitants. Une partie est sortie de la ville, mais on sait qu'une des méthodes du Hamas et de la Palestine de façon plus générale, c'est de se cacher derrière les civils pour éviter que les terroristes et les cerveaux, eux, soient détruits. Donc, comment est-ce que Israël peut réagir sur le champ de bataille dans ces circonstances? Alors, je crois que la première chose qu'il faut dire, c'est que cette opération sera un désastre et que ça ne peut pas être autrement. C'est-à-dire qu'on va, hélas, vers une quadruple catastrophe. Une catastrophe humanitaire, évidemment, une catastrophe morale, un désastre stratégique et un désastre politique. C'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, la première chose que devraient faire les gouvernements raisonnables, et peut-être d'abord les Américains, c'est d'empêcher que cette opération se passe. Les conséquences pour Israël seront graves, non seulement en termes de pertes humaines, parce qu'il y en aura beaucoup de leur côté, mais également dans son positionnement stratégique au milieu des pays arabes, et tous les processus de normalisation des relations seront évidemment balayés. Mais le risque est grave aussi pour les États-Unis parce que la position, les États-Unis sont le premier allié d'Israël et se trouvera forcément mis en cause par cette attaque et ses conséquences. Les États-Unis ont de nombreux amis dans le Golfe. Je pense par exemple à l'Arabie saoudite, mais je pense à l'Égypte, etc., qui à un moment donné seront obligés de se désolidariser des États-Unis ou de prendre différentes mesures quand le nombre des victimes palestiniennes augmentera. Donc c'est une impasse. Cette opération est une impasse. Et je pense que tous les gens raisonnables devraient chercher à faire en sorte qu'elle ne se produise pas. Donc j'ai dit un quadruple désastre. On va vers un bourbier sanglant qui va durer et qui n'aura pas de résultat. Il est évident qu'on ne peut pas détruire une menace comme celle du Hamas. Le Hamas, c'est autant un concept qu'une organisation physique. Et donc, on pourra tuer un certain nombre de soldats du Hamas, un certain nombre de cadres du Hamas, mais l'idée elle-même, qui est au fond de détruire Israël, ne partira pas. Et cette idée-là trouvera de nouveaux porteurs pour un jour, à nouveau, aller attaquer Israël. Donc ce but-là ne sera pas atteint. Le deuxième but, qui est de libérer les otages, ne sera pas atteint non plus, bien sûr. D'abord parce que Israël va, si elle conduit cette attaque terrestre, va faire l'usage d'une violence qui ne pourra pas être modérée et qui forcément frappera un certain nombre d'otages qui seront éventuellement utilisés comme boucliers humains, et ceux qui ne subiraient pas les coups de leur propre armée seraient probablement tués par les terroristes du Hamas. Donc, dans ces objectifs concrets, cette opération ne peut conduire à rien. Alors, on ne peut pas refuser, évidemment, à Israël le droit de se défendre et je dirais d'aller détruire, effectivement, les sources de violence qui se sont projetées sur son territoire le 7 octobre. Mais en même temps, il faut penser au-delà. Et le au-delà de cette opération n'offre aucune perspective, sauf des perspectives désastreuses. Et je dirais qu'au-delà d'Israël, c'est tout l'Occident qui va être pris en otage, en quelque sorte, par cette opération. Et le coin qui avait été porté, qui s'enfonçait entre ce qu'on appelle l'Occident à juste titre et ce qu'on appelle le Sud global. Mais au fond, le Sud global, c'est les gens qui n'aiment pas l'Occident. Oui. Et c'était déjà accru ou enfoncé avec la guerre en Ukraine, qui avait accéléré un processus en marche depuis bien longtemps. Il est clair que là, à nouveau, on va enfoncer ce coin, ce qui n'est pas une bonne nouvelle, d'une part pour la paix du monde en général, et d'autre part pour les intérêts occidentaux. Donc,
la chose la plus importante qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est tenter encore, tant qu'il en est temps, d'expliquer à Israël que de toute façon, la seule politique qui va, c'est une politique de deux États. Et tant qu'il n'y aura pas deux États, eh bien, il y aura une menace. Et que cette menace ne disparaîtra jamais. Et que tenter d'oublier le peuple palestinien, c'est ce qui a été fait par les Israéliens en disant finalement cette affaire-là est réglée, vivons entre nous, tout en pratiquant d'ailleurs une politique incendiaire dans les territoires occupés en Cisjordanie, n'est pas une politique qui permettra à Israël de vivre en paix et de prospérer. Donc il faut le plus vite possible aller revenir, recréer les conditions d'une politique de deux États. Il est clair que l'heure n'est pas aujourd'hui à la diplomatie. Et donc, il va se passer des choses. On va avoir des destructions encore, on va avoir des morts, et on comprend, de la même manière que les attaques du 11 septembre ont amené l'Amérique à se lancer dans cette stupide opération en Afghanistan, bon, il est clair que je pense que personne ne pourra empêcher Israël de projeter de la violence sur le Hamas et hélas sur la bande de Gaza et les Palestiniens. Mais plus cette affaire durera, plus elle sera préjudiciable tant pour Israël que pour les Gazaouis et que pour l'Occident et que pour la paix du monde. Alors, justement, vous venez à parler presque d'une logique de bloc. On a l'impression qu'effectivement, déjà, ce qui est assez surprenant, au premier abord, c'est qu'on a vu pour la première fois depuis sans doute assez longtemps, l'Iran, la Turquie, l'Arabie Saoudite, même l'Algérie, de très nombreux pays musulmans qui n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun, qui voilà, se sont réunis sur une position qui était plus ou moins la même, alors évidemment avec beaucoup de nuances, parce que l'Arabie Saoudite n'appelle pas à la destruction d'Israël comme c'est le cas de l'Iran, mais à une condamnation des violences qui pourraient être commises à l'encontre de Gaza, voilà. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a une forme de bloc peut-être civilisationnel, c'est en tout cas l'analyse que font certains, où on observerait effectivement la civilisation occidentale d'un côté qui défend Israël contre la civilisation musulmane, au sens très large, ou les civilisations musulmanes qui défendent la Palestine. Bon, moi je crois qu'il ne faut pas aller trop vite en besogne, mais en tout cas, s'il y a un risque dans ce sens-là, c'est bien ça qu'il faut empêcher. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler de bloc, si vous voulez. Autant on pouvait parler de bloc, de campisme, pour reprendre un terme pratiqué pendant la guerre froide où on avait des blocs qui étaient fermes. Non, on n'est pas dans cette affaire-là. Maintenant, la politique internationale est beaucoup plus fluide. C'est-à-dire qu'on a des pays ont des intérêts à droite et à gauche. L'Arabie Saoudite a évidemment des intérêts avec les États-Unis, mais c'est un lieu extrêmement important puisque l'Arabie Saoudite, je dirais, c'est en Arabie Saoudite qu'on trouve les lieux saints de l'islam, etc. Donc, il y a plus de blocs, il y a des choses fluctuantes, il y a une crise et les gens se positionnent par rapport à une crise. Hein, le cas de l'Inde est intéressant, pas vis-à-vis de ce conflit, mais vis-à-vis de l'Ukraine. Hein, l'Inde qui essaye d'être un peu avec la Russie, un peu avec les États-Unis. Je crois que c'est quelque chose qui est comme ça. Ce qui est juste, ce qui est vrai, c'est que les politiques extérieures dépendent beaucoup des considérations et des contraintes intérieures. Quel est le problème ? Le problème, par exemple, de l'Égypte et de la Jordanie, c'est qu'elles ont sur leur territoire de très fortes minorités palestiniennes. Hein, on sait bien que Sisi est venu au pouvoir, le président Sisi égyptien est venu au pouvoir en faisant tomber un pouvoir d'origine qui venait des frères musulmans, le Hamas étant, on le sait, une création en quelque sorte des frères musulmans. Donc on voit qu'il y a des pressions internes qui font qu'on ne peut pas avoir ça. Il y a évidemment, de la même manière que nous, Français, quand on a un massacre d'Occidentaux quelque part, on fait et cause pour eux assez naturellement. Et donc, ce qu'on appelle la rue arabe, qui existe, qui n'existe pas, mais en tout cas, est un élément important à prendre en compte par le roi Abdallah, par le président Sisi, par le roi du Maroc, par le président algérien, etc. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Et la politique internationale ne peut pas ne pas tenir compte du fait que ces gens-là ont des contraintes qu'ils ne peuvent pas
outrepasser. Et c'est bien pour ça que l'Arabie saoudite vient de mettre fin à ces pourparlers ou à ces discussions avec Israël qui visaient à normaliser à normaliser les relations entre les deux pays. Donc je crois pas qu'il faut parler de guerre civilisationnelle, les grands mots n'ont en général pas de sens, mais dire qu'il y a des intérêts par pays, qu'il y a des minorités palestiniennes, qu'il y a une sensibilité musulmane et qui va contraindre les États à avoir une position. On remarquera que les pays ont une position plutôt modérée, certains une position un peu outrancière, mais d'autres modérées, parce qu'il y a des intérêts à droite, il y a des intérêts à gauche. Alors c'est toujours intelligent de ne pas pousser, ces pays dans le retranchement et justement avoir des comportements diplomatiques qui amèneraient à créer deux camps qui n'existe pas véritablement aujourd'hui. L'Occident n'a aucun intérêt à se retrouver seul. C'est la richesse du monde et la population du monde, en termes de croissance, ne va pas dans le sens de l'Occident. Donc, on a tout à fait intérêt à établir et à retrouver rapidement des relations relativement rationnelles et relativement apaisées avec ce que les Américains appellent the West. Et alors, vous parlez des minorités palestiniennes en Égypte et en Jordanie. Il y a un pays qui a une forte minorité en Israël, c'est la Russie. Il y a environ 1 million de Russes qui vivent aujourd'hui en Israël. Et justement, on observe que comme la position d'Israël avait été plutôt ambiguë sur le conflit russo-ukrainien, eh bien, on a l'impression qu'aujourd'hui aussi, en Russie, la réponse est cette même ambiguïté envers justement l'affrontement entre le Hamas et Israël. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement que ces pays n'arrivent pas à trouver de position claire à ce sujet? Vous parlez de la Russie, là, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah non, mais la position de la Russie est absolument claire. C'est un peu la même position que la Chine. Plus les États-Unis sont embringués dans des crises qui les éloignent des théâtres d'opérations importants, c'est-à-dire l'Ukraine pour la Russie et Taïwan pour la Chine, plus cela fait les affaires de la Russie et de la Chine. On comprend bien aujourd'hui que l'Ukraine va être une des victimes collatérales de cette guerre. Et la Russie le sait bien. Alors, est-ce que la Russie a participé, a incité? On sait bien que la Russie a des liens maintenant très directs avec l'Iran et que donc tout ça est profondément lié. Donc, je crois qu'on ne peut avoir de lecture de cette affaire que globale. Toutes les crises sont liées et il y a un lien clair entre la crise israélienne actuelle et puis la guerre en Ukraine, par exemple, et puis Taïwan. Alors, si la situation des États-Unis n'est pas mauvaise non plus, ce qu'on observe, c'est quand même qu'ils ont de plus en plus de fronts sur lesquels combattre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement la guerre économique et diplomatique contre la Chine. Il y a le conflit russo-ukrainien. Maintenant, il y a un nouveau front qui s'ouvre sur Israël et ses voisins. Est-ce que les États-Unis vont être capables encore de quelque part tenir tête face au monde alors qu'il y a de nouveaux fronts qui s'ouvrent chaque jour? Alors, c'est évidemment, on voit bien effectivement que de nouveaux fronts s'ouvrent chaque jour et que les États-Unis ne sont plus le gendarme du monde, ils ne le voulaient plus et ils ne le sont plus, ils ne peuvent pas agir partout. Et c'est bien pour ça que les États-Unis devront faire des choix. Et là, ils ont trois fers au feu, je dirais, ils ont Taïwan et l'Ukraine. Et puis, ils ont Israël. Et donc, il faudra bien faire des choix à un moment donné. Ils ne peuvent pas être engagés partout. Ils ont indiqué qu'ils allaient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour donner des munitions à Israël, par exemple. Bon, très bien, mais ces munitions, elles ne vont pas aller à l'Ukraine, elles vont à Israël. Et donc, ils vont faire des choix, évidemment. On voit bien que l'aide américaine à l'Ukraine est une aide matérielle, mais en même temps, elle est faite de beaucoup de promesses, parce qu'au fond, ils ne peuvent pas non plus se dégarnir complètement. On sait aujourd'hui que les États-Unis se préparent très sérieusement au conflit contre Taïwan. Bon, mais on ne peut pas en même temps aider ou mener tous les conflits de la Terre et ne pas chercher à préserver le combat qui peut-être, qui sera
peut-être dans peu de temps essentiellement le leur, qui sera un combat en mer de Chine ou dans le Pacifique contre les forces chinoises. Et alors, quelque part, j'ai envie de dire, et la France dans tout ça, quelle position est-ce qu'elle peut adopter vis-à-vis de tous ces nouveaux fronts qui s'ouvrent, comme on le disait, chaque jour sur Israël? Vous disiez qu'il fallait voilà, discuter avec Netanyahou jusqu'au maximum, quelque part, afin d'essayer de prévenir cette offensive. Mais de façon générale, comment est-ce que la France, qui est imbriquée à la fois dans l'OTAN et dans l'Union européenne, comment est-ce qu'elle peut trouver sa voie? Alors moi, je crois qu'elle peut d'abord trouver sa voie en essayant de faire en sorte que l'Europe ait une vision et un langage commun. On a vu très récemment, je crois que c'était hier, les discours de Madame von der Leyen, qui n'était pas du tout alignée sur les pays européens, ce qui était totalement inadmissible. Elle a tenu des propos qui sont absolument pas favorables à la paix du monde, au contraire. Et on ne peut pas dire qu'on soutient unilatéralement, l'Europe ne peut pas dire qu'elle soutient unilatéralement Israël, sans remarquer qu'en même temps, on a déjà 2500 Palestiniens qui sont morts, que d'autres vont mourir, et que donc la position de l'Europe doit être d'essayer de maintenir la paix. C'est même son rôle. Hein. Son rôle, c'est d'être, comme dit le président Macron, une puissance d'équilibre, essayer de calmer. Hein. On a tellement fait la guerre, nous, que on a une telle appétence pour la paix après s'être entre-déchiré pendant des siècles qu'on a notre mot à dire. Et je pense que le rôle essentiel de la France, c'est, si elle le peut, retrouver la place qu'elle devrait avoir en Europe pour fédérer derrière elle ou fédérer avec les autres, constituer un poids suffisant pour que la voix de l'Europe soit entendue. La France en elle-même a des canaux diplomatiques qui leur permettent d'agir. Nous avons des relations qui sont particulières avec le monde arabe, des relations qui sont inégales d'ailleurs entre les différents acteurs du monde arabe. On a des relations de très longue date, on le sait, par exemple le général de Gaulle avec Israël. Bon, elle a son mot à dire, mais elle a son mot à dire avec l'Europe. Avec l'Europe, la France tout seule, hélas, n'est plus grand-chose. Et donc, il faut qu'elle mette toutes ses capacités diplomatiques, voire militaires, si besoin est, au service d'une Europe unie, capable de porter un message et peut-être d'aider à la désescalade, l'escalade elle-même n'étant une bonne chose pour personne. Pour terminer, je voudrais avoir effectivement à la fois une pensée et une question sur le sujet des otages français qui sont actuellement retenus par le Hamas. Est-ce que vous pensez qu'il est voilà, rationnellement possible de les sauver? Est-ce que, enfin, quelque part, qu'est-ce que la France peut faire pour éviter leur mort aujourd'hui? Bon, écoutez, la réponse est assez simple. Hein. Est-ce que la France peut parler au Hamas? Non. Est-ce que la France peut convaincre le Hamas? Non. Et donc, la seule chose que puisse faire la France, c'est travailler avec Israël. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, il y a peut-être des canaux que je ne connais pas. Hein. Qu'avons-nous conservé comme canal avec diplomatique avec le Qatar qui peut parler avec le Hamas, avec l'Iran qui peut parler avec le Hamas? Qu'est-ce qu'on peut échanger? Je ne sais pas. Donc, il y a sûrement des possibilités, mais la meilleure des choses à faire, c'est d'arriver à persuader Israël que peut-être 2400 morts à Gaza, ça suffit, et qu'il faut peut-être sûrement continuer à faire des frappes ciblées dans la bande de Gaza de manière à casser au maximum l'appareil militaire et politique du Hamas, mais s'en tenir là.